Niché dans une ancienne carrière souterraine, à Montesson, en Île-de-France, se cachent les cultures d'Angèle Moyoli. Il est champignonniste de père en fils. Mon grand-père était champignonniste, il dit ça. Il a eu 7 enfants qui ont été tous champignonistes, c'est-à-dire mes parents et mes oncles. Et je suis le seul petit enfant qui reste dans le champignon. Un métier en voie de disparition. Il est l'un des 6 derniers en Île-de-France. Chaque semaine, il récolte à la main 300 kilos de champignons de Paris et il les vend notamment dans sa petite boutique insolite. Bonjour. Bon, ça va, comme d'hab, hein? Oui. Les champignons de Paris. Je viens pratiquement toutes les semaines. On a même des bonnes et des mauvaises surprises quand il y a la queue jusqu'à dehors. Heureusement que c'est ouvert le samedi maintenant. Voilà. Je n'en achète plus ailleurs qu'ici, de toute façon. Pourquoi, madame? Parce que c'est un vrai délice. C'est un vrai délice. J'arrive à la maison, je les brosse, on les mange comme ça. Vous les épluchez pas? Ah non. Ah non, ça s'épluche pas, ça s'essuie tout simplement. C'est... Non, mais c'est un vrai bonheur. Quand on y a goûté, on peut plus manger autre chose après. Parce qu'ils sont super bons, c'est super frais, ça a du goût, c'est pas... C'est incomparable. Pourquoi vous n'allez pas au supermarché ou... Ah non. Parce que déjà, ils ont 3 jours de voyage. Souvent, ils viennent de Hollande ou des Pays-Bas, je sais pas où. Ils n'ont pas du tout le même goût. Ah non, là, j'ai retrouvé le vrai goût des champignons. Les champignons, ce sont les alliés des régimes minceurs. Peu de calories, mais beaucoup de goût. Avec des milliers de variétés, c'est un festival des saveurs dans l'assiette. Frais, en conserve ou séchés, que valent-ils? Le plus consommé, c'est le champignon de Paris. Il est de moins en moins cher, avec la concurrence surprenante de producteurs en Pologne. Que cachent ces prix bas? Vos salariés travaillent combien d'heures au maximum? Je ne vous le dirai pas. À l'automne, les marchés regorgent de champignons sauvages qui ne poussent qu'en forêt. Bolets, girolles, trompettes de la mort. Qui les ramasse? Qui contrôle leur qualité? Et au printemps, c'est la chasse au trésor pour les morilles, le champignon le plus cher après la truffe. Mais en Chine, une incroyable découverte pourrait faire chuter ses prix. Enquête sur ces champignons que cache la forêt. Retour dans la champignonnière artisanale d'Angèle Moyoli. Pour faire pousser ces champignons de Paris, son secret, du fumier et de la semence. Dans le bac qu'on a ici, tout le bas, de toute façon, il y a 20 cm, c'est tout du compost, c'est du fumier de cheval qui a été travaillé. On a mis la semence de champignons. La semence s'appelle du mycélium, c'est un nom en latin. Bon. Alors le mycélium, c'est tous les petits filaments que vous avez ici, les petites racines toutes fines, comme du fil à coudre. Parce que le fumier, normalement, il est tout noiré. Puis il recouvre ce fumier avec de la terre minérale, extraite de cette ancienne carrière. Ce tapis de calcaire va retenir l'eau d'arrosage. C'est un élément crucial, car le champignon est constitué principalement d'eau. Résultat, un drôle de spécimen un peu inclassable. Quelle que soit sa variété, le champignon n'appartient pas au règne végétal. Il n'a pas de chlorophylle. C'est ce que l'on appelle le monde fongique. Mais quelles sont ses qualités nutritionnelles? Nous allons poser une question bien précise à Alexandra Murcier,
nutritionniste diététicienne. Que mange-t-on quand on déguste un champignon? Alors on mange un petit peu de protéines, une toute petite part de glucides et une toute petite part de lipides et surtout beaucoup d'eau, 85% d'eau. Donc pour des personnes qui font attention à leur poids, c'est très pratique parce qu'on ne va pas prendre de poids avec les champignons. Pas de calories et des oligo-éléments intéressants pour la santé, en particulier pour les champignons sauvages, plus riches en vitamine D. Mais ce n'est pas tout. L'avantage des champignons, c'est leur apport en cuivre qui est relativement important et le cuivre permet de contribuer au bon fonctionnement du système immunitaire. On a un apport protéique qui est un tout petit peu plus important que dans les autres familles de légumes. On a entre 2,5 et 3 grammes de protéines pour 100 grammes. Ça va aider à contribuer à l'apport protéique qui est difficile à couvrir pour les personnes végétariennes ou véganes. Les consommateurs peuvent trouver certaines variétés toute l'année. C'est le cas des champignons de Paris. On est comme la personne qui a des vaches et qui va traire ses vaches tous les jours. Ben nous, on va ramasser nos champignons tous les jours aussi. Tous les jours, 12 mois sur 12. Car ici, à 30 mètres sous terre, il n'y a pas de saison. Il y fait 14 degrés en permanence. Angèle Moyoli est l'un des derniers à revendiquer une méthode de culture entièrement artisanale. Le métier, c'est de jouer justement avec ça. Les taux d'humidité ambiante, arroser, pas arroser, mettre un peu plus de chauffage. C'est le contrôle, en fin de compte, tous les jours, c'est le contrôle qu'on va faire par les yeux, par l'ambiance. C'est un métier manuel, c'est un métier de la nature, hein, voilà. Ici, en carrière, on n'a pas d'ordinateur qui nous gère ça. C'est la main. Angèle Moyoli écrit l'appellation champignon de Paris. Sa carrière n'est située qu'à 20 km de la capitale. Sur les étals des supermarchés aussi, on lit partout champignons de Paris. L'appellation n'ayant jamais été déposée, n'importe qui peut l'utiliser. Pourtant, 50% des barquettes ne viennent ni de Paris, ni même de France, mais de l'étranger. La Pologne a conquis un tiers du marché français, grâce à des prix imbattables. 99 centimes les 250 grammes, soit 4 € le kilo, contre près de 6 € pour les champignons d'Angèle Moyoli, vendus en épicerie. Direction la Pologne pour comprendre comment les producteurs réussissent à tirer autant les prix vers le bas. À 1h30 de Varsovie, la société Stanzera, l'une des plus importantes du pays. 700 tonnes de champignons de Paris sont récoltées chaque mois, dont 120 tonnes exportées vers la France. Ici, pas de caverne, mais 30 salles de pousse ultra-modernes. Des étagères superposées sur 6 niveaux pour plus de rendement au mètre carré. À défaut de calcaire issu des grottes, la culture en usine utilise un compost végétal bien particulier, la tourbe, une terre qui retient l'eau. Contrairement aux champignonnaires artisanales, la nature est ici imitée. Elle est surtout boostée par une technologie de pointe. Si les champignons ne poussent pas suffisamment vite, je peux augmenter le niveau d'évaporation dans l'atelier. Je peux aussi régler le niveau de dioxyde de carbone. La purification de l'air dans l'atelier provoquera une accélération de la pousse. La récolte se fait au bout de 6 semaines chrono, pas une de plus. Alors que dans une champignonnière artisanale, le temps de pousse peut aller jusqu'à 9 semaines. Ce mode de culture industrielle n'altère pas les qualités nutritionnelles des champignons. Leur goût, en revanche, est beaucoup moins prononcé. La vraie différence des champignons polonais se cache dans ces prix bas. Leur secret, le coût de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, nous avons 150 employés. La plupart viennent d'Ukraine. On a du mal à trouver des Polonais sur le marché du travail. Tout le monde cherche un métier moins pénible. Et le travail dans une usine de champignons de Paris, c'est un travail très dur et monotone. Natalia, 41 ans, travaille ici depuis plusieurs années. Elle est mère de 3 enfants restés en Ukraine. Je suis venue pour trouver du travail. J'aime bien travailler ici.
On ne gagne pas beaucoup chez nous. On peut gagner plus ici. Ce que je gagne en Pologne en un mois, je le gagne en un an en Ukraine. Je suis payée 940 € par mois et parfois plus. 940 €, c'est près de 3 fois le SMIC net polonais. Natalia réussit à gagner autant car elle est payée au kilo. Loin de sa famille, elle consacre un maximum de temps au ramassage. Combien d'heures travaille-t-elle par semaine? Le sujet est délicat et les réponses très floues. Combien d'heures? Je ne sais pas trop, je ne compte pas. Vos salariés travaillent combien d'heures au maximum? Je ne vous le dirai pas. Mais quelques minutes plus tard, alors qu'il ne pense pas être enregistré, le directeur général est plus précis. Wiecie Pani, jak one są 12 godziny w pracy, to mówimy dobrze. Dzisiaj już koniec, nie? Po prostu. I wtedy tracimy na produkcji. À l'exception des salaires bien plus bas, il n'y a pas de différence avec les champignons industriels cultivés en France. Sur les 120 000 tonnes de champignons de Paris produits tous les ans en France, 70% finissent dans des boîtes de conserve. Bonduelle est le leader français. Sur ces étiquettes, la marque met en avant des champignons émincés au naturel, au goût délicat. Pendant des semaines, Bonduelle a refusé de nous ouvrir ses usines. Nous profitons du salon de l'agriculture pour demander des explications à l'une des responsables de la communication. Bonjour, qu'est-ce qui se passe avec les champignons? Pourquoi je ne peux pas venir dans vos usines? Il y a peu de caméras dans les usines et puis là pour l'instant, voilà. Il y a des problèmes aussi, concurrence, des choses qu'on ne veut pas montrer. Donc c'est un niet catégorique. Je ne sais pas comment vous le dire, non, parce que la réponse est non, donc je ne peux pas, non. Explication officielle donc, pas de visite dans les usines pour éviter de montrer les secrets de fabrication à la concurrence. Retour avec la nutritionniste Alexandra Murcier pour bien comprendre les étiquettes de ces champignons de Paris en conserve. Honnêtement, c'est moins appétissant la conserve que le cru. Et on retrouve surtout beaucoup de liquide de conservation dans la boîte de conserve. Bien, pas bien, ce liquide de conservation? Très riche en sel. C'est ce qui nous apporte beaucoup de sel. Après, les champignons, ça absorbe énormément. Donc, le sel, on le retrouve même dans le champignon, même si on ne consomme pas le liquide. Dans une boîte de conserve de champignons de Paris, vous perdez des vitamines et vous gagnez du sel. Donc, en fait, vous perdez ce qui est intéressant pour vous et vous gagnez ce qui est mauvais pour vous. Donc, à essayer de limiter. Sur le marché, il y a aussi des champignons cuisinés. Ça sent bon, en tout cas. Que contiennent-ils? Le problème numéro 1, c'est le sel. L'apport en sel, il est énorme sur ça. Une portion de 200 grammes, elle nous apporte 3 grammes de sel. 3 grammes de sel, c'est la moitié de ce qu'on doit consommer par jour en sel. En revanche, les champignons frais de Paris sans ajout de sel ou de matière grasse peuvent être consommés sans modération. En somme, dans ce champignon, tout est bon. Et il y a mieux, plus riche encore en vitamine D, les champignons sauvages, ceux cueillis en forêt. Très convoités car ils se font rares, leur atout principal, c'est le goût. L'un des plus fins connaisseurs s'appelle Régis Marcon, grand chef 3 étoiles à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire. Avec son fils, il est toujours à la recherche de variétés peu connues. Tiens, la caria lacata, tu vois. C'est comme la métisse. Des espèces étonnantes qui mettront en valeur sa cuisine, grâce à leur saveur, mais aussi à leur forme et à leur couleur. L'un de ces champignons fétiches a un nom et un goût inattendus. Le tricolum prétentieux, voilà, tu vois la différence. Tu vois, regarde, il est jaunâtre, tu vois, il est un peu jaune, tu vois ce parfum un petit peu d'huître, tu vois. Et puis alors, vraiment, là où tu finis de le reconnaître, c'est quand tu l'épluches, tu vois, il s'épluche très très facilement. Tu vois. Hop, tu vois.
Alors pourquoi on l'épluche? Tu sais pourquoi? C'est d'abord pour enlever la terre, bien sûr, et puis surtout, qu'à la cuisson, toute cette peau, c'est mucilagineux, quoi. Alors il m'arrive, des fois pour des Asiatiques, de ne pas les éplucher, de bien les brosser, parce qu'ils aiment bien les champignons un peu gluants. C'est leur goût à eux. J'adore ces champignons-là, parce que c'est en même temps une partie de ma jeunesse. Comme ma mère avait un restaurant, donc elle cuisinait beaucoup de champignons. Et le dimanche, elle faisait des grandes braisières, parce qu'il y en avait beaucoup plus avant, tricolome prétentieux. Beaucoup plus de pain. Ce champignon, ça reste très, très local, quoi, Massif central. À la fin des années 90, Régis Marcon lance son menu spécial champignons forestiers qu'il propose à l'automne. Cette spécialité le fera connaître dans le monde entier. Il est le premier à cuisiner des champignons de l'entrée jusqu'au dessert, comme dans cette farandole, bananes et morilles. Chaque jour, il en cuisine une 40aine de kilos. Ouais, alors là, c'est le frigo spécial champignons et herbes. Les pieds bleus, le charbonnier, les pieds de mouton, sparasis crépus, quelques cèpes qui arrivent. Régis Marcon achète ses champignons sauvages directement à une vingtaine de ramasseurs, des particuliers qui se font un peu d'argent en cueillant les champignons en forêt. En cuisine, les champignons exigent de la patience. Il faut les trier et les nettoyer minutieusement. Là, on a l'arrivage de tricolome prétentieux. Voilà, ça, là, il y a une demi-heure de travail à éplucher, pratiquement. Pour moi, c'est la tradition, c'est plein de souvenirs. Quand on était gosse, quand on est de l'école, ces champignons-là, ma mère nous les mettait de côté et on les nettoyait. Comme dans le restaurant de sa mère, le chef s'inspire du goût bien particulier de chaque champignon. Le tricolome a, lui, un parfum de coquillage. Ce champignon, il a cette odeur un petit peu iodée, un peu huître. On va le cuisiner comme une moule marinière. Régis Marcon utilise les ingrédients classiques d'une recette à la marinière. Échalotes, vin blanc et persil. Voilà, une recette très simple. Des tricolomes prétentieux, version 3 étoiles. Il propose des champignons à la carte toute l'année. Problème, ces espèces sauvages ne poussent qu'une fois par an. Alors, il y a sur le marché des champignons séchés. On en trouve partout, des grandes surfaces aux épiceries fines. D'où viennent-ils et que valent-ils? Direction l'Auvergne, près du Puy-en-Velay, chez le numéro 1 français du champignon séché, Alain Borde. Ça sent la forêt, ça sent l'automne. L'entreprise a été fondée par son grand-père, il y a un siècle, en 1920. Il commercialise aujourd'hui 250 tonnes de champignons séchés par an, qui arrivent ici déjà déshydratés, en provenance du monde entier. Une girole séchée qui vient des Balkans aussi. Ouais, c'est de la pleurote séchée qui vient de Pologne. Ici, on a une girole séchée A qui vient de Russie. On s'approvisionne dans une trentaine de pays différents. Curieusement, quasiment aucun carton ne vient de France. Les quantités en France sont relativement limitées et la plus grosse partie aujourd'hui part sur les marchés de frais. Donc si on devait compter que sur les cèpes français, je pense qu'on pourrait licencier 80% des gens qui travaillent dans l'entreprise parce qu'il y a des récoltes qui sont incertaines, comme l'année dernière. Déjà, avec la sécheresse, on a eu une récolte quasiment nulle. Et les coupes qu'il peut y avoir dans les forêts sont remplacées en général par des essences d'arbres qui ne donnent pas de champignons. Son défi, c'est de trouver en fonction des pays des stocks de champignons sauvages toute l'année. Il les revend ensuite, conditionnés dans des bocaux, aux grandes surfaces ou sur Internet. Mais avant cela,
pleurotes et autres cèpes sont passés au peigne fin. Tri à la main pour ôter brindilles, mousse et feuilles mortes, puis dans un coffre métallique, passage au rayon X afin d'éliminer d'éventuels cailloux. Les bocaux sont ensuite vendus à prix d'or. 100 € le kilo de cèpes, 130 € le kilo de girolles, plus de 500 € pour le kilo de morille. Ces champignons séchés ont-ils autant de goût que les frais? Retour chez le chef étoilé Régis Marcon. Nous lui proposons de faire un test du goût. Dans cette assiette, des morilles fraîches. Dans cette seconde, des morilles séchées. Elles ont triplé de volume après avoir été tout simplement trempées dans de l'eau. Pour les comparer, le chef les cuisine avec la même recette. Je fais revenir tout simplement mes morilles avec une échalote grise ou une échalote bien fine. Ensuite, j'y mets un petit verre de vin jaune. Puis après, je laisse cuire, je mets un petit peu de jus de trempage que je garde, bien entendu. Qui, lui, le jus de trempage aura tout le parfum du champignon. Voilà. Et là c'est la morille complètement fraîche. Je vais faire revenir dans un peu de matière grasse également. Avec une échalote. J'ai mis aussi une pointe pour avoir les mêmes parfums, une petite pointe de vin jaune. Et par contre, je n'ai pas rajouté de jus de trempage. Je l'ai laissé comme ça. Voilà. Donc, on va goûter. Le chef commence par les morilles fraîches. Mmh. C'est une dégustation qui ne s'explique pas, en fait, la morille. Et là, quand je goûte la morille, ben, elle craque pas, elle croque. Et puis en même temps, derrière, on a tous, on va pas non plus trop philosopher là-dessus, mais c'est ce parfum qui revient dans le nez, quoi, l'arôme du champignon, qui est c'est très très fin. Là, je goûte la séchée. On est dans autre chose, quelque chose qui plaît à tout le monde, qui est beaucoup plus intense en goût, beaucoup plus camphré. On est beaucoup plus du parfum, vous voyez. On a l'impression de goûter du parfum aussi. Donc c'est beaucoup plus intense. Est-ce que c'est mieux? Je n'en sais rien. Je ne ferai pas de différence, c'est différent. Mais moi, personnellement, je sers à mes clients la morille sèche. Voilà, parce qu'il y a des préparations qui sont mieux avec la morille sèche. Selon le chef étoilé, les morilles séchées sont intéressantes. Bonne nouvelle donc, on peut en cuisiner toute l'année. Mais si l'on veut des champignons sauvages frais, il faut attentivement surveiller les saisons sur les marchés. Car contrairement aux champignons de Paris, les sauvages n'apparaissent qu'une fois par an. Ils ne poussent ni en cave ni sous serre, mais uniquement en liberté, en forêt. Cèpes, trompettes de la mort, chanterelles, girolles. D'où viennent-ils? Comment sont-ils ramassés? Ces champignons sauvages ont en fait été cueillis par des particuliers, comme Véronique Mauger, dans le Puy-de-Dôme. À l'automne, elle arpente les forêts tous les jours. Un coup de chance, je les ai vus, ils poussent sous l'arbre et il y en a 3. Voilà. Et ils sont en dessous. Alors maintenant, il faut aller les chercher. Voilà. Et on a 3 beaux. Et là, ils sont magnifiques. Ils n'ont même pas eu le temps d'être mangés par une limace. Voilà, ça c'est beau. Ça, si on en trouvait plus, ce serait 100 fois mieux. Ancienne aide à domicile, Véronique Mauger touche une petite retraite. Les champignons sont un complément de revenus indispensable. Hop. Voilà. Bah, si je veux faire plaisir à mes petits-enfants, ou si je dois changer les pneus de la voiture, ou les frais dans la maison, c'est de plus en plus cher au monde, donc il faut trouver une ressource. Et la ressource, elle est dans les bois. Je ne peux pas m'en passer, quoi. Voilà, en dessous. Comment ces bolets passent-ils du panier de Véronique à votre assiette?
Après la cueillette, elle se rend chez un grossiste près de Clermont-Ferrand. William Trapon est à la tête de cette entreprise familiale. Il centralise les récoltes de 2500 particuliers disséminés sur toute la France. Il les revend ensuite à d'autres grossistes ou directement aux grandes surfaces. Bonjour William. Tiens. Salut, Véro. Tu vas bien? Et toi? Véronique apporte des cèpes jaunes, des blancs et des pieds bleus. C'est le directeur qui propose le prix au kilo. Pour l'instant, on paye 13 €. Voilà, la rareté. William Trapon propose un bon prix pour éviter que Véronique n'aille chez un concurrent. On se bat un petit peu pour les avoir, donc c'est ce qui fait que le prix est assez élevé. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup du tout, et parce qu'il est de belle qualité aussi, et il n'est pas véreux. Total, pour ces 2 jours de cueillette de champignons en forêt, 37 €. Alors, madame. Merci. En te remerciant. À demain. Comment sont contrôlés ces champignons apportés par des particuliers? Les services d'hygiène de l'État effectuent des contrôles sur la toxicité 2 à 3 fois par an. Et il y a aussi les ouvrières qui traquent les champignons non comestibles, les vénéneux. Ce sont des connaisseuses. Avec elles, pas de risque d'empoisonnement. Mais comment éviter les champignons vénéneux quand on est un cueilleur occasionnel? Chaque année, 2000 à 3000 personnes s'intoxiquent. Quelques-unes en meurent. Car il est très facile de se tromper. Il existe 500 variétés vénéneuses. Alors comment les reconnaître? Des passionnés, réunis au sein de la Société mycologique de France, organisent des promenades pédagogiques toute l'année et dans toutes les régions. L'idéal pour apprendre à reconnaître les espèces. Nous sommes aujourd'hui dans la forêt de Fontainebleau. À leur tête, René Challenge, retraité de l'aviation, capable de donner des détails sur des milliers d'espèces. Donc ce champignon qui s'appelle la manite jonquille. La manite jonquille pousse au printemps, alors que la manite phalloïde va arriver au mois de juillet, août, au plus tôt. Première trouvaille du groupe, une morille, parfaitement comestible. Oh, voilà, et mon œil est tombé dessus, hein, c'est tout. Elle est belle alors. Elle est belle, hein. Bravo. Hein. Mais attention, la morille a un sosie vénéneux. Et celui-là, ça ressemble beaucoup à une morille, il y a des alvéoles. Voici le traître, le gyromitre. Les 2 champignons ont des alvéoles et un pied blanc. La morille à gauche est comestible, mais le gyromitre peut être fatal. Le gyromitre est interdit à la vente depuis très longtemps. Pourquoi? C'est-à-dire que cru, il est très toxique. Il peut être mortel. Il peut être mortel. Ah, oui. Vous auriez confondu, madame? Ah oui, à tous les coups, oui. Encore plus dangereuse, l'amanite phalloïde, aussi appelée calice de la mort. Les cueilleurs peuvent la confondre avec son jumeau, le tricolome, qui, lui, est parfaitement comestible. Ce qui est important pour reconnaître la manite phalloïde, c'est de connaître les caractères les plus évidents qu'on peut voir à l'œil. Et là, on va s'apercevoir d'emblée que, eh bien, ici, on a un anneau. Ici, il n'y a pas d'anneau. Ici, on a un gros sac sur le pied. Ici, le pied est cylindrique et il n'y a rien à la base. Donc, les 2 espèces sont déjà, d'un point de vue macroscopique, à l'œil, différentes vues de dessus. Mais il y a aussi des risques de contamination, car le champignon est une éponge. S'il pousse dans une zone de pollution, il va stocker les particules toxiques, comme par exemple les émanations de pots d'échappement. Il faut éviter de ramasser des champignons sur les bords de route, les bords d'autoroute évidemment, les bords de champs où il y a eu de l'engrais par exemple, où il y a du maïs ou du blé qui va pousser. Et généralement, on sait que ces endroits contiennent des substances toxiques, genre insecticides ou pesticides. Il est conseillé de cueillir les champignons uniquement dans des endroits sains, en forêt ou en montagne. Une autre pollution, invisible celle-là,
la radioactivité pourrait toucher les champignons. Nous allons vérifier auprès de la commission de recherche indépendante sur la radioactivité, à Valence dans la Drôme. Nous apportons plusieurs variétés. Tout d'abord, des morilles et des cèpes séchés de marques différentes. Où ont-ils été ramassés? Pour le consommateur, c'est le flou total. Impossible de connaître leur provenance sur l'emballage. Nous avons ici des cèpes séchés. Alors, c'est simplement indiqué importation, donc on ne sait pas d'où ils viennent non plus. Ils ont été triés et conditionnés en France, mais ça ne nous dit pas d'où ils viennent. Nous allons aussi tester ces chanterelles, cueillies dans l'est de la France, près de Saint-Étienne. Je pense que, je sais pas, mais une boîte, même 2 maximum, je pense que ça suffit. Pour calculer la radioactivité, il faut mixer les champignons et les placer dans un détecteur de césium-137. Un élément qui contamine toujours certaines terres depuis la catastrophe de Tchernobyl. Les champignons ont la particularité de fixer les métaux présents dans le sol, et notamment le césium. Le césium-137, c'est un métal radioactif artificiel qui est produit et rejeté par les centrales nucléaires, en particulier en cas d'accident, comme à Tchernobyl ou à Fukushima. 3 heures plus tard, résultat des cèpes et des morilles importées. Ici, on a le résultat de l'analyse des morilles. Donc on voit que le césium-137 est quasiment absent, puisqu'on ne voit quasiment pas de pic. Alors pour le cèpe, on voit cette fois-ci un pic assez net, mais la quantité reste quand même faible, donc une teneur très en dessous des réglementations en vigueur. Pas d'inquiétude pour ces champignons étrangers. Reste à connaître maintenant le résultat de l'analyse des chanterelles françaises. Donc là, on constate tout de suite, au bout de quelques secondes, l'apparition du pic caractéristique du césium-137. Donc si on le voit si rapidement, ça veut dire que l'échantillon contient quand même une quantité assez importante. L'ordre de grandeur, disons, de l'activité de césium dans ce champignon, c'est de l'ordre de 200 becquerels par kilo frais. Une quantité de césium importante, mais qui reste bien en dessous du seuil des 600 becquerels autorisés par kilo. La radioactivité peut favoriser le développement de cancers. Avec 200 becquerels, ces chanterelles sont-elles nocives? Une consommation occasionnelle ne va pas entraîner un risque important. Par contre, en faisant des calculs rapides, on s'aperçoit quand même que consommer quelques centaines de grammes par an de ce champignon sec entraîne un risque non négligeable. Pas de danger donc, si on en mange occasionnellement et dans des quantités raisonnables. La cueillette des champignons, ce n'est pas qu'à l'automne. L'une des plus prisées a lieu au printemps. Elle s'apparente à une chasse au trésor, car c'est le champignon le plus cher après la truffe, la morille. En Franche-Comté, Christian Dubourgeois est un habitué. Ce jour-là, il initie Jeanne, sa petite fille de 12 ans. Tu veux rien? Non. Ouais. On va pas avoir grand-chose à manger à midi, à tout. Bon. Pour trouver des morilles, il y a des indices à connaître, un savoir qui se transmet de génération en génération. Là, on arrive dans un coin. Moi, je pense qu'on va trouver des morilles. Regarde. Il y a de la mousse. Oui, il y a de la mousse, il y a des branches sèches par terre, il y a des cailloux. C'est un endroit aéré, tu vois, on n'est pas en pleine forêt. L'idéal, c'est de trouver les essences d'arbres préférées des morilles. Qu'est-ce qu'on a comme arbre, là? Un frêne. Les frênes. Alors, attention, les frênes, arbres à morilles, hein? Alors là, il faut rester prudent, hein? Oh! Oh là là là, oh là là, oh là là, mais il y en a plein, là. 4 même. Voilà. Oh, ben, c'est pas une morille géante, mais elle est belle, hein? Tadam. Il n'y a plus de place dans la charlotte. Alors, tu vois, regarde là, une fois que tu as cueilli ta morille, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ouais, pour pas que les gens voient. Feuilles Voilà. comme ça, la mousse. Un Voilà, peu c'est aussi. tout. Voilà. La morille, c'est quoi, Kéane? C'est un secret. C'est un secret. On ne le dit pas. Hein? On cache tout. Ça reste ici. Pour pas que les autres les trouvent, tout simplement. Il y a quelqu'un qui vous dit qu'il a trouvé des morilles là-bas, par exemple, il faut aller carrément à l'opposé. Hein? Parce qu'il y a un morilleur menteur, hein, on dit. Pour consommer les morilles, il est indispensable de bien les faire cuire pour enlever leur toxicité. 2 assiettes de morilles pour une dégustation. Christian Dubourgeois ne fait pas commerce de ces champignons. Délicieux. D'autres connaisseurs, en revanche, profitent du prix astronomique des morilles, 100 € le kilo en moyenne, pour en faire un business. Pour découvrir ce nouvel Eldorado, il faut voyager au bout du monde, au centre de la Chine, dans la région du Sichuan, à Meiyang. Nous suivons Christophe Perchat, un Français qui arrive de Dordogne. Il a longtemps été consultant en informatique pour de grands groupes. Un jour, il s'intéresse par hasard à la morille. Depuis, il s'est totalement reconverti dans sa production. Il espère faire fortune grâce à une étonnante découverte scientifique. À l'Institut de recherche en champignons comestibles, il a rendez-vous avec un spécialiste international, le professeur Zhu. Bon. Merci. Qu'est-ce que vous venez de leur offrir là? Des petites douceurs françaises, des sablés bretons bien au beurre. Et le beurre en Chine, c'est pas encore disponible dans les supermarchés. Ah, ben voilà le temple. Avec des tests sur des centaines de champignons, l'analyse de la composition des sols, le professeur Zhu a réussi une première mondiale. Il a trouvé des souches de morilles fructifères et surtout, comment les cultiver. Christophe Perchat lui a acheté son brevet. Il détient l'exclusivité pour implanter cette technique en Europe. Le procédé est un secret bien gardé qui le rend un peu nerveux à la moindre question. Comment il fait pour savoir que cette morille sauvage est fructifère? Silence. Messe basse. Il y a visiblement un problème. Là, ça me gêne vraiment. Là, c'est un vrai secret et ça, franchement, là... Expliquez-moi, Christophe. Mais parce que j'ai pas envie que demain, il y ait plein de personnes qui se mettent à faire des morilles dans leur coin et voilà, quoi. Nous, on a payé pour un procédé. J'ai pas envie d'avoir encore plus de contrefacteurs et c'est normal. 至于这个野生的怎么到这里面去的，这是一个秘密，现在我不能告诉。 C'est super sensible, cette question. Pourquoi? Parce que c'est le cœur du secret qui est la capacité à reconnaître des souches fructifères. On comprend la réticence de Christophe Perchat à nous répondre. Dans cette affaire, il a investi une somme colossale. 1,5 million d'euros pour acheter le secret du professeur Zhu et développer ses infrastructures en France. La problématique, c'est qu'il y a des équipes de chercheurs dans le monde qui suivent pas à pas tout ce que l'on fait. Et si on donne trop d'informations, demain, on aura des concurrents qu'on aura créés nous-mêmes. Et ça serait quand même un peu stupide que de se couper l'herbe sous le pied. Mais c'est une mine d'or, la morille. C'est une mine d'or, à condition de ne pas se retrouver en situation de surproduction. Il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Christophe Perchat veut savoir comment obtenir les rendements les plus performants. Direction la grande banlieue de Meiyang, dans les serres d'un élève du professeur Zhu. On va voir des champs de morilles avec beaucoup de morilles. Et ça, c'est un vrai trésor qu'on va voir. Aucune forêt. C'est une zone industrielle sous haute protection.
bien sécurisé. Gardiens et caméras surveillent 300 serres réparties sur 20 hectares. Sous ces bâches noires, sommeillent des centaines de milliers d'euros. Christophe Perchat va découvrir la nouvelle récolte de l'année. Wow! Ah, c'est. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Waouh! On ne sait plus où donner de la tête, tellement il y en a. C'est impressionnant. Ah, regarde ça, c'est fabuleux celle-là. Elle est belle. Une morie comme ça fait bien 30, 40 grammes, peut-être 50. Ça, c'est des belles mories. Là, il y a 2 sœurs jumelles. Et puis juste à côté, encore une énorme. Là, ça, c'est des très, très, très belles mories. Franchement. Ce spécimen, appelé Elata, on le trouve aussi en France. Ici, les morilles sont énormes et esthétiquement irréprochables. Un résultat que le professeur Zhou a mis des décennies à obtenir. C'est le fruit d'un travail de 25 ans de recherche. Et pas n'importe quelle recherche, c'est de la recherche empirique. Alors, qu'est-ce que c'est que la recherche empirique? C'est de la recherche par tâtonnement. On essaye une chose, une autre chose, et on regarde les résultats. Donc, il faut énormément de temps. Ça, c'est possible en Chine parce que le prix de la main-d'œuvre n'est pas le même. Voilà, ça, c'est des raisons fondamentales pour lesquelles on peut faire ce genre de choses en Chine. On ne peut plus le faire en Europe, on ne peut plus le faire en France. On n'a pas les moyens. Une télévision locale est aussi venue filmer la technique du professeur Zhou. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Il y a à peu près une cinquantaine de morilles sur 1 mètre carré. C'est fabuleux. Chen, quelle est ton estimation des rendements pour cette année? Environ 200%. 200个平方，估计有400多斤，就这里估计有400多斤。200 carrés est estimé à plus de 400 kilos. Ici, il est estimé que plus de 400 kilos. D'accord. Ok, 400 kilos pour le tunnel. Et c'est un tunnel qui doit faire 400 mètres carrés à peu près. Et donc 400 kilos, c'est donc 100 kilos pour 100 mètres carrés. Et c'est énorme. Si on compare au prix français moyen de la morille, autour de 100 € le kilo, cette seule serre abrite 40 000 €. Waouh, bravo. C'est beaucoup, là, ce qu'elle ramassait? Oui, bien sûr que c'est beaucoup. Là, par exemple, ce qu'on vient de voir, il y a peut-être 3-4 kilos. Vous faites le calcul rapide, on va dire 100 € le kilo. Donc, il y avait 400 € là qui viennent de passer sous notre nez. Bon, je pense que ça parle tout seul. C'est une fortune. Moi, dans ces moments-là, je pense à nos agriculteurs français et à leur avenir. Et j'espère bien qu'ils vont retrouver le sourire en cultivant des morilles. Christophe Perchat, avec sa société, a revendu le droit d'exploiter le brevet chinois à 58 agriculteurs en France. Attends, je regarde un peu là. C'est bien. Rao. Mais cette technique va-t-elle s'adapter à notre terroir? Réponse dans le Tarn, près de Castres, avec 2 pionniers. Lionel Narvaez était au chômage et son cousin David Moreno vivait de sa petite entreprise de bricolage. Ils se lancent ensemble dans la culture de morilles avec l'espoir de mieux gagner leur vie. On va aller voir comment ça pousse. Allez, on va aller récolter ça. C'est le début du printemps et leur première récolte arrive enfin. Une production qu'ils tiennent à protéger. Jungle!
Ils nous demandent de ne pas dévoiler la localisation de leurs serres. Car pour eux, il y a beaucoup d'argent en jeu. En prenant les semis et toute l'irrigation, les serres et les filets d'ombrage, on est à peu près un investissement de 15 000 €. Voilà. C'est beaucoup? C'est pas beaucoup? Ça fait une petite somme, mais avec les économies et ce qu'on a travaillé à côté, on a réussi tout juste, mais on a réussi à investir tout ça. Et, maintenant, on attend après nos petites morilles pour être sûr qu'on a bien investi. Ces 15 000 € comprennent aussi l'achat du brevet chinois à la société de Christophe Perchat. Un droit d'exploitation de 3 600 € qu'ils devront racheter chaque année. Il comprend le semis, l'engrais, ainsi que le savoir-faire. Ouais, elle est jolie celle-là. Faudrait que des comme ça. Si, elle dégage bien celle-là. Alors certains nous ont dit, bon, le pari est un peu foufou, puisqu'on est les pionniers, quoi, donc voilà, quoi. C'est nouveau, si c'est pas connu en France, il y en a pas mal qui ne croyaient pas que ça allait sortir, quoi. Ce projet, quoi. Ces morilles ont une plastique parfaite. Lionel et David vont-ils réussir à les écouler? Tout va dépendre de leur qualité gustative. Les deux pionniers ont contacté un chef étoilé de la région. Ils espèrent lui vendre leur récolte. Ça, c'est le restaurant là-bas. Juste là, en face de là, on va bien le voir, c'est le Puy du Trésor. Mais ce n'est pas gagné. Le chef, Jean-Marc Boyer, n'a jamais travaillé avec eux. Et au téléphone, il était plutôt sceptique. Bonjour. Bonjour, c'est Maurice. Bonjour Jean-Marc. Ça va? Ça va, ça va. Ça y est, elles sont belles. Vous amenez je suis content, je suis fier. La petite première récolte, quoi. La première récolte, en plus. Voilà. On va regarder ça. C'est nouveau-né, ça? C'est les premiers, c'est pareil. Ouais. Là, bon, un peu tout calibrage. Et il y a des très belles aussi qu'on peut faire à farcir ou autrement. Ça, c'est votre travail. Oh, ça, c'est beau, ça. Enfin, quand ils m'ont dit on est en train de se lancer justement pour la culture de la morille, j'ai dit je voudrais bien voir tout ça quand même. Donc au début, j'ai pas pensé que c'était des morillons, parce que bon, les morillons, au niveau de la cuisson, ben, ça tombe, hein, carrément le morillon, ça n'a pas du tout de structure. Tandis que là, on n'est vraiment pas du tout sur du morillon, on est sur un morille qui est exceptionnel. C'est un bijou, ça aussi. Hein. Elles sont très belles. Hein. C'est splendide. Hein. Donc moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je trouve que là, pour le moment, nous sommes dans un registre qui dépasse ce qu'on peut imaginer. Le chef étoilé ne mettra ses morilles à sa carte que si elles sont à son goût. Il va les tester avec des cuissons différentes. Chauffées à la crème fraîche, étuvées au beurre et pochées dans l'eau bouillante. Vous voyez, là, on a fait juste une ébullition. Elles ne se sont pas ratatinées, elles tiennent leur forme. Je vais prendre 2 morilles encore. On va lui offrir un peu d'ombrage comme ça de sauce. Cette sauce, un peu d'ombrage sur sa blancheur à la crème. Morilles avec œufs pochés et asperges sauvages. Ça glougloute et puis ça sort cette fumée comme ça. Farci au crabe sur feuilles de chou et réglisse. Avec crème émulsionnée de potiron et chips d'oseille. Verdict. Elle est gourmande. Elle est gourmande. Elle offre un goût. Elle offre ce goût comme je connaissais de la morille, mais beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, beaucoup plus prononcé. Par rapport à une morille sauvage. Alors, à morille sauvage, on est à peu près sur le même registre, mais on a une force un peu plus supplémentaire qui est certainement due, je pense, au sol. Au niveau du prix, vous êtes mis d'accord? Combien vous le vendez, les morilles? Aux alentours de 100 €. 100 €, moi, je trouve pas ça excessif. Hein. $1,7 kg. C'est bon, les gars? C'est bon. Impec. 170 € pour Lionel et David, et la fierté d'être référencés chez l'un des plus grands. Merci encore. À bientôt, hein? Ouais. On me la prend ça, mais cette photo quand même. Oh. On va pas oublier. C'est une belle histoire, quoi. Les champignons,
hier cantonnés aux plats rustiques, ont aujourd'hui gagné leur titre de noblesse, grâce aux chefs étoilés et aux passionnés. À la fois si complexe et si simple, si robuste et si délicat. De toute taille et de toutes les couleurs, ces trésors de la nature réveillent nos cinq sens, quand on prend le temps de se porter à leur hauteur.